Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Durabilité et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui on va débuter une nouvelle série sur l'alimentation et la durabilité, notamment en Suisse, avec l'invitée du jour, la cofondatrice de l'entreprise Bilong, Charlotte Delabaume. Bonjour. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce que c'est cette entreprise Bilong ? Quelles sont vos activités ? Et si tu peux me faire un bref historique, parce que l'entreprise a quelques années, mais voilà, expliquez comment ça a commencé et quel est votre secteur d'activité ? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Bilong, c'est une entreprise qui a été cofondée par mon associé Mathias Fego et moi-même en 2014, donc qui fête maintenant ses 7 ans. C'est une entreprise qui a à la base pour mission de réduire l'impact de notre alimentation sur la planète. Alors voilà, Bilong, c'est le petit clin d'œil aux abeilles, parce que c'est vrai que les abeilles, c'est un peu un symbole de l'impact de l'homme sur la Terre, puisqu'elles disparaissent notamment à cause de notre agriculture. Bilong, c'est aussi appartenir à, en anglais, on peut aussi utiliser long pour longévité, durabilité. Voilà, on s'est un petit peu amusé avec ces mots-là. Plus concrètement, à la base, Bilong, c'est une entreprise qui propose des outils et des services aux professionnels de la restauration, puisque je suis moi-même diplômée de l'école hôtelière de Lausanne, donc c'est un milieu que je connais un petit peu. Et puis, c'est vrai que j'étais frappée pendant mes études de voir qu'on nous apprenait à bien apprêter des plats, à gérer des coûts, à les servir correctement, mais au final, à l'époque, en tout cas, on nous parlait assez peu de durabilité. Et pourtant, en restauration, on sert des millions de plats chaque année. Si je prends juste la restauration collective en Suisse, c'est plus de 500 millions de plats qui sont servis chaque année. Donc le levier, il est vraiment très important. Ça correspond, vu qu'on est sur la restauration collective, je fais une petite incise, ça correspond à peu près à combien de repas ? Sur un pourcentage, ça correspond à peu près combien des repas qui sont en restauration collective sur tous les repas qui sont dans l'année à peu près ? Est-ce qu'on a une estimation ? Est-ce que c'est, je sais pas, 10, 15, 20, 25%, 30% des plats qui sont consommés par les Suisses chaque année ? Alors là, j'ai pas ce chiffre, mais ce qu'on sait, c'est que la plupart des gens mangent au moins une fois par semaine sur un site de restauration collective, que ce soit dans le milieu de l'entreprise, à l'hôpital, dans le milieu scolaire par exemple, en maison de retraite. Donc voilà, c'est très important. Quels sont les services qui sont proposés par Bilong ? Donc, qu'est-ce que vous faites ? Alors, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. On va commencer, je pense, par ça. C'est cet éco-score. Alors, en quelques mots, on peut retrouver évidemment ce que ça reprend sur le site, mais vu qu'on t'a au micro, on va le profiter. Qu'est-ce que c'est cet éco-score pour l'alimentation et toute la thématique qui est autour et comment il a été construit et comment il s'applique dans le quotidien ? Voilà, exactement. Alors à la base, cet éco-score, il a pour mission d'apporter une information supplémentaire aux consommateurs, principalement, à la base, aux professionnels de la restauration. Un des challenges qu'on a identifiés à l'époque qui entravait une restauration plus durable, c'est justement le manque d'informations sur les produits alimentaires. C'est vrai qu'en tant que professionnel de la restauration, on a beaucoup de challenges, que ce soit des contraintes de temps, d'hygiène, de qualité, de coût, etc. Et si on veut faire un petit peu mieux en matière de durabilité, on a rarement la formation, les connaissances et encore moins accès à l'information sur les produits alimentaires. Donc le but, c'est vraiment d'apporter une information supplémentaire sur le produit pour que l'acheteur, cuisinier professionnel ou le consommateur puisse faire des choix en toute connaissance de cause. Après, voilà, il y a un arbitrage qui peut se faire en mettant en parallèle le prix, la qualité du produit, etc. Donc cet éco-score, en fait, il permet de donner une information simple sur l'impact environnemental d'un produit, en évaluant le produit alimentaire de A à E. C'est comme pour les produits électroménagers, par exemple. Oui, tout à fait. Les gens connaissent, c'est, par exemple, si par exemple il dit il est très économe en énergie, en ressources et tout, il va être noté A ou A+, et puis plus il va être moins bon. Donc vous avez repris un peu ce type de marquage, quoi. Oui, c'est un code couleur qui fonctionne. Oui, les gens ils sont habitués, c'est ça. Voilà, c'est vrai. Alors on peut discuter de l'esthétisme, mais voilà, on sait que rouge c'est moins bon, vert c'est mieux, jaune c'est plutôt moyen. Donc voilà, ça donne une information simple et rapide. Le but aussi de ce système, c'était de ne pas uniquement parler de l'impact en termes CO2. C'est vrai qu'on parle de manière générale beaucoup des émissions de CO2 dans nos sociétés aujourd'hui. C'est un thème qui est très important. Oui, et je trouve que par rapport à la durabilité, on en parle trop. C'est important d'en parler, mais il n'y a pas que ça. Et surtout quand on parle d'alimentation, il y a aussi plein d'autres éléments, Exactement. dont certains que vous avez pris dans l'éco-score. Donc est-ce que tu peux me décrire à peu près comment ça a été, évalué ? Comment est-ce que vous avez pondéré les différents éléments ? Donc on va reprendre justement différents types de critères. Bien sûr qu'on tient quand même compte du CO2 parce que c'est un critère important, mais pour les matières organiques, tout ce qui impacte sur la biodiversité, c'est au moins aussi important. Donc on tient compte de ces impacts sur la biodiversité. On va aussi tenir compte de la consommation et l'utilisation de l'eau, par exemple. On va tenir compte des impacts sur le bien-être animal, des aspects liés à la saisonnalité, à la provenance.
On s'intéresse aussi aux emballages, par exemple, au type de transformation du produit, etc., etc. Il y a en fait une méthodologie idéale qu'on pourrait avoir. Et puis après, il y a l'applicabilité de cette méthodologie-là. Et on sait très bien que c'est toujours quelque chose de très différent. C'est-à-dire le magnifique modèle théorique qu'on a fait, alors ça va être génial, on va appliquer ça à tous les aliments, et forcément c'est un peu plus compliqué que ça. Donc comment est-ce que vous faites la transition entre votre modèle d'EcoScore sur ordinateur, sur papier j'ai envie de dire, et l'application dans la réalité? C'est le défi, un des principaux défis qu'on a eu au départ, c'est voilà, maintenant on a une belle méthodologie, comment est-ce qu'on l'applique? Parce qu'au final, les informations qu'on obtient sur les produits sont souvent absentes, donc comment aller remplir les cases pour obtenir un score in fine. En fait, on se rend compte qu'au niveau du marché alimentaire, il y a très peu de transparence, un grand manque de traçabilité, et globalement, même quand les marques, les producteurs, l'industrie aimeraient bien faire, les données sont assez peu organisées in fine. Elles sont difficiles à trouver, c'est ça que tu veux dire? Oui. Soit elles sont inexistantes, soit difficiles à trouver pour bien les pondérer. Oui, et puis elles utilisent tout un vocabulaire de manière disparate. Donc il existe des centaines, des milliers de fournisseurs d'aliments, ne serait-ce qu'en Suisse, qui ont chacun leur propre vocabulaire. Alors, moi j'aimerais qu'on prenne un cas concret d'EcoScore, puisqu'on va continuer sur cette thématique avant de passer à autre chose. Et j'aimerais qu'on prenne un cas concret qui peut se présenter, et je vais exprès prendre 2 cas un peu extrêmes. D'un côté, parce que tu as dit par exemple, on utilise le critère du bien-être animal. Si par exemple on prend 2 produits très différents mais qui sont dans l'alimentation, on va prendre par exemple un fruit exotique qui ne pousse pas chez nous, une papaye ou un ananas qui va faire plusieurs milliers de kilomètres, mais qui va contenir un bilan de bien-être animal de 0, puisqu'il va y avoir absolument rien dedans qui peut justifier dedans, quoi. Et par exemple, on va prendre par contre une viande de bœuf ou de poulet local, bio, qui a été fait dans la région, etc. Et bien du coup, qui va forcément avoir un critère plus ou moins élevé de bien-être animal, mais qui va être local. Comment quand on a fait un éco-score, on pondère entre quelque chose, entre un critère, entre guillemets, où il y a 2 produits qui vont avoir des critères totalement différents, mais au final qui vont avoir un impact du coup différent? Où est-ce qu'on met le curseur? Parce que si on met par exemple le curseur bien-être animal genre en premier, un des produits va avoir un bilan carbone peut-être bien meilleur que l'autre, mais par contre l'éco-score va en souffrir à cause du bien-être animal. Donc comment est-ce que vous pondérez? Et c'est vraiment des exemples extrêmes. Oui, tout à fait. Non, mais c'est une très bonne question. La question de l'importance des critères, elle est primordiale. Alors, elle est dans notre méthodologie, en tout cas dans celle qu'on a développée, elle est directement liée à l'importance de l'impact de chaque critère. Aujourd'hui, on a 3 principaux groupes de critères. D'abord, c'est tout ce qui a un impact sur le climat et les ressources, qui est le plus important. Donc là, on va tenir compte justement du CO2, de l'utilisation du sol, de la consommation d'eau, etc. L'utilisation du pétrole dans la fabrication de l'aliment ou pas, ou la récolte. Oui, voilà. Oui, tout à fait. La culture sous serre chauffée. Donc très matériel. Voilà. Etc. Oui, exactement. Le deuxième groupe de critères qui est presque aussi important, mais un tout petit peu moins pondéré, c'est tous les critères qui ont attrait au mode de production. Donc c'est là qu'on va parler de production biologique ou pas, par exemple, mais aussi de tout ce qui est bien-traitance animale avec les différents programmes, de techniques de pêche, est-ce qu'on prélève des espèces de poissons en danger, par exemple, etc. Voilà, par exemple, j'ai lu ça sur le site où vous faites vachement attention à dire est-ce que cette espèce, on va dire, elle a un bon score parce qu'elle n'est pas en danger, elle est très bien régulée, on a des quotas, on sait très bien, et d'autres espèces où on dit attention, là on a des océans qui se sont vidés, il y a des ressources qui sont manquantes ou qui n'existent plus, ou c'est une espèce qui est en danger, donc à ce moment-là, ça va vachement péjorer le score de cet aliment parce que dit ok, vous en consommez, vous en mangez, mais il y a ça derrière, donc forcément on peut pas avoir une super note avec ça. Exactement. Et puis finalement, il y a un troisième groupe de critères qui a lieu plutôt au niveau de la provenance des aliments et puis des modes de transport. Et ça, c'est les différents groupes de critères qu'on applique à un ingrédient, sachant qu'un produit fini peut être composé de plusieurs ingrédients. Oui, bien sûr. Et puis après, un dernier groupe de critères qu'on va appliquer au produit fini. Et puis c'est là qu'on s'intéresse justement au degré de transformation du produit, comment est-ce qu'il a été conservé, est-ce qu'il a été surgelé, conservé au froid par exemple, quel est l'emballage, quelle est la politique de durabilité de l'entreprise, etc. Mais voilà, vous avez raison, c'est un sujet qui est complexe. Et puis la difficulté principale, c'est qu'on ne peut pas vraiment dire c'est blanc ou noir en fait. Un produit animal, il est bon ou il est mauvais. Un produit exotique, il est bon ou il est mauvais. En fait, il y a souvent beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Donc, c'est vrai que c'est complexe. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que ça permet d'avoir différents leviers en tant que consommateur qu'on peut utiliser sans forcément être radical sur tous les plans. Imaginons que je suis consommateur comme n'importe qui d'alimentation, parce que c'est un peu la base d'être humain, c'est quand même de pouvoir manger. Enfin voilà. Je suis consommateur, c'est quoi aujourd'hui en 2021, si j'utilise les outils Bilong qui sont à disposition, c'est quoi ma marge de manœuvre?
Bon, alors, l'outil Belong, c'est simplement une information simple quand on n'a pas vraiment le temps de réfléchir sur le produit. On voit, Voilà, mais moi, par exemple, je suis pas expert. Imaginons, je suis pas expert, je suis quelqu'un qui fait ses courses soit au marché, soit dans les supermarchés, soit directement chez les producteurs, ou alors qui achète des produits déjà transformés. Et j'ai pas le temps, je veux dire, c'est quelque chose, je m'intéresse, cette thématique, une demi-heure à 1 heure par semaine, quoi. Ou maximum. Parce que j'ai le travail à côté, j'ai éventuellement la famille, les loisirs. Voilà, c'est compliqué. Comment est-ce que je peux vraiment maximiser mon temps pour avoir d'un côté la meilleure information dans le moins de temps possible entre guillemets, et comment savoir où trouver l'information et comment avoir les bons leviers de manœuvre pour avoir une consommation qui est en accord avec mes idées ou mes volontés de consommateur. Alors c'est vrai que pour avoir une consommation la plus durable possible, il y a quand même des lignes directrices qu'on pourrait suivre, disons des principes. Je pense à 8 principes que je peux évoquer aujourd'hui, peut-être par ordre d'importance. Des principes qui sont, mettons, les leviers. Le premier, c'est maîtriser sa consommation de produits animaux de manière générale. Donc ça comprend principalement la viande, mais aussi les produits laitiers et les œufs. Ici, on ne dit pas qu'il faut s'abstenir d'en consommer, mais la maîtriser. Ça, dans le contexte suisse, qui est celui où on mange aujourd'hui plus de 9 repas à base de viande par semaine. Donc ça fait plus qu'une fois par jour, sachant que les recommandations officielles de l'OMS et de la Société suisse de nutrition sont plutôt de 2 à 3 fois par semaine maximum. Donc ça, c'est le premier levier qui est un des principaux. Voilà, réduire sa consommation de produits carnés. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce levier-là, c'est qu'on ne va pas forcément diaboliser toute la viande, et qu'il y a au sein de ce levier différentes marges de manœuvre possibles. Et moi, sur ce premier critère, en tant que végétarien, je me sens déjà stigmatisé, parce que je me dis, mince, et si je veux faire tout bien, il faut que je sois végane. Ça va pas du tout. Ah, là, Charlotte, elle va me tomber dessus. Enfin, c'est vrai que, en plus, c'est un critère, on entend beaucoup parler. C'est un sujet qui revient constamment dans l'actualité. Ça, donc, on lui dit, ouais, très bien, mais quelque part, sympa Charlotte, mais elle me raconte rien de nouveau là. Donc, comment est-ce qu'on peut s'informer, aller plus loin et dire, ok, bon, d'accord, pas manger de viande, limiter ma consommation de fromage, de produits laitiers, etc. Oui, très bien, mais je le lis tous les jours dans le journal ou je le vois tous les jours à la télé. Donc, quels sont les autres critères qu'il peut y avoir ? Alors, la première chose, c'est de pas claquer la porte à une réduction de la viande juste parce qu'on se dit que d'être végane, c'est pas possible. C'est un peu le débat qu'il y a dans beaucoup de thèmes. Aujourd'hui, on parle de l'alimentation, on pourrait l'appliquer à d'autres choses, mais c'est vrai que les problèmes environnementaux majeurs sont liés à des extrêmes, à des utilisations extrêmes des ressources ou des consommations extrêmes. Aujourd'hui, pour la viande, on est dans un extrême, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la réduire, mais il ne s'agit pas de l'éliminer, on peut consommer un peu de viande de manière durable. Mais pour répondre plus précisément à cette question, les leviers pour une consommation de viande durable, le premier, c'est de réduire sa consommation, donc maximum 1 à 3 fois par semaine de la viande. Si possible, limiter aussi la consommation de viande rouge, maximum à 1 fois. Ensuite, le deuxième levier, c'est la qualité environnementale de cette viande qu'on choisit de consommer. C'est-à-dire, est-ce que l'animal a été élevé dans des conditions respectueuses de son environnement ? Est-ce que l'alimentation qu'il a mangée a été produite de manière durable ou pas ? Comment est-ce qu'il a été produit ? Comment est-ce qu'il a été traité ? Ici, il y a différents labels, notamment au niveau de l'agriculture biologique, par exemple, ou d'autres qui promettent un certain respect animal ou une certaine durabilité au niveau du mode de production. Et puis le troisième levier, c'est au niveau du type de morceau qu'on va choisir. C'est vrai qu'en Suisse, on est un pays riche. Culturellement, maintenant, c'est accepté qu'on consomme presque que des morceaux nobles. Les morceaux bas, on en veut moins. Et pourtant, ceux-ci peuvent avoir jusqu'à 4 fois moins d'impact environnemental qu'un morceau noble. Donc voilà, c'est déjà quelques leviers qu'on pourrait utiliser. Oui, c'est vrai. J'ai une petite anecdote. Quand j'avais travaillé avec une association de bouchers charcutiers, ils m'avaient dit, mais écoutez, nous, on veut bien faire tout ce qu'on veut pour à la fois avoir une pérennité de notre emploi, mais en plus avoir des critères de durabilité qui sont bien meilleurs. Justement, eux, ils privilégient des animaux locaux qui sont été élevés dans la région avec des qualités justement de production en Suisse, soit bio, soit en plein air, mais vraiment des produits au maximum de la qualité de la viande et du bien-être animal. Mais il m'avait dit, mais en fait, on a un problème au niveau du consommateur. C'est-à-dire que nous, on peut tout faire au niveau de l'amont, mais en aval, le problème, c'est qu'en fait, dans l'idéal, il nous faudrait une vache qui a 1 patte avant et 4 pattes arrière. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il m'avait dit, et eux-mêmes sont les premiers à dire, mais nous, on est formés, on fait des apprentissages de plusieurs années, on peut quasiment utiliser tous les morceaux pour faire des produits, même des produits transformés. Par exemple, avec des morceaux, des morceaux bas. Ils m'ont dit, mais oui, les morceaux bas, c'est un peu
c'est moins facile de les vendre directement parce que les gens n'en veulent plus. Ce qui est un problème aussi, ça a changé par rapport à certaines générations où nos grands-parents, arrière-grands-parents les consommaient pas de manière quotidienne, mais les consommaient volontiers parce que il fallait tout utiliser dans l'animal. Et il dit, mais nous en fait on peut faire beaucoup de produits transformés avec de la qualité et qui sont des bons produits, mais il faut juste que la clientèle en veuille aussi. Et donc faut pas non c'est seulement... toujours le nœud du problème. Et là où ce que j'essaie de stigmatiser, c'est de dire effectivement il faut que le consommateur régule et soit un peu plus intelligent de sa consommation de viande ou de poisson. Mais par contre, il faut aussi qu'il n'y a pas seulement un effort qui est à faire d'un point de vue des producteurs ou des transformateurs, il y a aussi un effort à faire au point de vue des consommateurs en disant qu'est-ce qu'on veut manger et qu'est-ce qu'on apprend à manger à nos enfants. Bien sûr, là on touche vraiment le nœud du problème sur la difficulté de changer des habitudes de consommation qui sont aussi profondément ancrées dans une certaine culture. Moi je suis intimement convaincue que les changements ils doivent passer par la demande et que l'offre suit ensuite. Donc on ne devrait pas jeter la pierre aux producteurs, mais plutôt à ceux qui drivent cette production, donc les consommateurs. Tu parlais des 8 conseils, on en a fait un. Voilà. Est-ce que tu peux faire rapidement les 7 autres? Oui. Alors, c'est quand même la base de la question, quoi. Bien sûr, mais ça vaut quand même la peine de s'attarder sur ces protéines animales parce que c'est quand même, disons que 50% de l'impact de notre alimentation est aujourd'hui lié à notre consommation de protéines animales. Donc ça valait la peine de s'y attarder un petit peu. Le deuxième élément, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire pour la simple et bonne raison que tous les impacts qui ont eu lieu pour produire quelque chose qu'on va jeter, mais en fait c'est des impacts qui ont eu lieu pour rien. Donc c'est vraiment dommage. Aujourd'hui, on jette énormément de nourriture, près d'un tiers de ce qu'on produit est jeté. Entre 30% et un tiers de la nourriture qu'on achète ou qu'on consomme, les jeter, donc elle n'est pas utilisée, à part si vous faites du compost et encore, voilà quoi. Exactement. Donc tout ça, c'est des impacts en fait qui ont eu lieu et qu'on met simplement à la poubelle, donc qui ont lieu pour rien. Le troisième élément, ce serait de privilégier justement les produits suisses et puis notamment d'éviter le transport par avion. C'est vrai que dès qu'on a un transport par avion, ça fait exploser en particulier l'empreinte carbone du produit. Oui, ou par des super tankers de plusieurs centaines de tonnes. Voilà, exactement. Et puis encore une fois, il s'agit ici de nuances. Je ne pense pas que le message soit de dire ne mangeons plus de citron ou de pamplemousse, mais si on peut privilégier le plus possible les produits qui sont produits en Suisse ou en Europe, et puis pas avoir une assiette qui est majoritairement composée par exemple de fruits et légumes qui ont fait 2 fois le tour du monde. Ou le pire, comme je dis, comme on va remettre les critères 1, 2 et 3 ensemble, c'est-à-dire de la viande d'Amérique du Sud ou d'Australie. C'est-à-dire que non seulement il y a le transport, mais en plus c'est un produit carné. Ce qui est intéressant aussi à dire sur cette production suisse, c'est que même pour la production conventionnelle, on a une législation agricole en Suisse aujourd'hui qui impose presque aux agriculteurs un certain nombre de critères environnementaux et qui font que c'est une production qui est particulièrement durable par rapport à d'autres produits d'importation. Donc, indépendamment du nombre de kilomètres parcourus, au niveau de la production agricole, ça vaut aussi la peine de valoriser cette production suisse. Le quatrième élément, qui est aussi un gros critère, c'est justement privilégier des modes de production le plus durable possible. Là, si on voulait simplifier, ce serait vraiment privilégier l'agriculture biologique. Alors après, oui, l'agriculture biologique, mais comment est-ce qu'on sait, à part côté des labels et que c'est marqué dessus, aujourd'hui, c'est un peu le combat des labels. Il y a 10 ans, il y en avait peu et aujourd'hui, c'est le combat de « Ah, ça c'est bio, ça c'est machin, ça c'est mon fermier, ça c'est... » Voilà, il y a plein de labels. Ça suffit plus de dire acheter avec un label au lieu d'un label bio plutôt que pas de label. Comment est-ce qu'on peut aussi faire mieux? Puis comme je dis, on a un temps aussi, la plupart des gens ont un temps limité pour faire leurs achats. Donc comment est-ce qu'on se repère là-dedans? Est-ce qu'il y a des petits tips à savoir? Est-ce qu'on pourra avoir accès à l'information ou dire je vais regarder ça en priorité, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre là-dessus, quoi? C'est vrai, alors il existe plus d'1 millier de labels qui ne certifient même pas 1% des produits aujourd'hui sur le marché. Ces labels, c'est une jungle. Cependant, il existe des guides, notamment un qui est proposé par le WWF via son application web ou en ligne, qui est très bien faite. Donc tous les labels ne sont pas équivalents. Maintenant, certains sont quand même relativement crédibles, enfin même très crédibles. Donne-nous des exemples. Par exemple, concrets. Voilà. Le mieux qu'on puisse faire, c'est privilégier le label Bourgeon Bio suisse. Donc, soit il y a la petite croix, c'est-à-dire qu'en plus d'être bourgeon bio, il est suisse, soit il n'y a pas la petite croix, il est bourgeon bio importé. Donc, c'est-à-dire que les conditions de production, même à l'étranger, sont respectées. Donc, il y a tout bon, celui-là. C'est le label le plus sérieux qu'on puisse trouver en matière de production biologique, peut-être à égalité avec le label Déméter, qui est simplement un petit peu moins répandu. Ce qui est intéressant par rapport à ce label bio-bourgeon, c'est aussi que les principaux distributeurs suisses qui ont développé leur propre label pour des questions d'image et de marketing se basent sur l'ordonnance bio fédérale. Ah, ça c'est bien ça. Exactement.
Mais sinon, les derniers critères qu'il y avait dans la liste que tu nous as proposée. Voilà, bon, peut-être pour aller un petit peu de l'avant avec ces critères, c'est favoriser les fruits et légumes de saison, donc principalement les fruits et légumes qui ne sont pas produits sous serre chauffée, notamment aux énergies fossiles. Ça, on en a un petit peu parlé plus tôt. Oui, parce que je rappelle un tout petit point là-dessus, c'est que on produit aujourd'hui avec la technologie, avec justement tous ces serres chauffées, ces méthodes de production, on arrive à produire beaucoup de fruits et légumes, on va dire, tout au long de l'année en Suisse. Mais il faut rappeler qu'une partie de ces produits sont faits sous serres chauffées, qui sont souvent, voire même très souvent, ces serres sont souvent chauffées avec des hydrocarbures. Exactement, et puis même quand c'est pas le cas, parce qu'il y a certaines serres aussi qui sont chauffées grâce à des énergies renouvelables. Ouais, électrique quoi. Voilà, c'est aussi une énergie qui pourrait être utilisée ailleurs, sachant qu'aujourd'hui la thématique énergétique, elle est cruciale aussi et qu'on en manque également dans d'autres domaines. Voilà, là c'est aussi une question de changement un peu des habitudes de consommation et de peut-être être les fraises au mois de janvier, quoi. Voilà, mais alors les fraises, c'est vraiment l'exemple classique. C'est pour ça que je fais celui-là, parce qu'il est très répandu, quoi. Tout à fait. Mais d'autres exemples qui sont peut-être plus conséquents encore, c'est les tomates qu'on mange tout au long de l'année, les aubergines, les courgettes, les poivrons. Du coup, pour ces produits d'été, peut-être aussi, quand on veut, on va pas se priver, en faire en hiver, peut-être plus utiliser des conserves. Ou alors des bocaux, soit qu'on a fait soi-même, parce que c'est tout à fait possible, moi j'en fais de temps en temps, mais voilà, utiliser des conserves, parce que quelque part ça a été récolté pendant les 3 ou 4 mois de la belle saison, mais c'est comme ça que faisaient nos ancêtres, c'est-à-dire voilà, on fait des conserves, on les met à la cave jusqu'à la récolte de l'été suivant, quoi, donc pour toute la consommation hiver-printemps. Exactement, alors après c'est plus facile pour certains produits que pour d'autres, pour tout ce qui est haricots, petits pois par exemple, c'est relativement simple, pour les aubergines, les courgettes, c'est un petit peu plus difficile, puis c'est vrai que les tomates fraîches, c'est pas tout à fait la même chose que des tomates en boîte. Donc là, il y a vraiment une question de vraiment changement des habitudes de consommation, de qu'est-ce qu'on va manger au final pendant ces mois d'hiver. Il y a beaucoup de choix qui existent, mais voilà, il faut rééduquer ou resensibiliser les consommateurs à ce sujet-là. Et puis alors pour ça, c'est vrai qu'il existe aussi différents guides pour le consommateur au niveau des saisons. On pourrait croire que c'est intuitif, simplement maintenant, comme on trouve de tout le temps, ça l'aide de moins en moins, mais il existe tout un tas de guides pour même avoir des idées de menus en fonction de ce qu'on trouve sur le calendrier des saisons, par exemple. Et puis, le 6e point, très important aussi, ce serait bannir les espèces de poissons en danger. C'est vrai que... Ça, on l'a déjà évoqué. Oui, rapidement. Mais c'est vrai que c'est un enjeu de taille majeure. Et puis, on a aussi une grosse problématique de transparence parce que là, ce qui se passe sur les bateaux, c'est très opaque aujourd'hui, donc on a peu d'accès à l'information. Et puis, c'est vrai qu'en Suisse, typiquement, on consomme environ une dizaine d'espèces de poissons. Et c'est tout. Et forcément, comme on n'est pas les seuls dans le monde à privilégier ces 10 espèces de poissons-là, ça met une pression sans précédent sur des stocks de poissons sauvages et puis sur certains élevages qui sont de plus en plus intensifs aussi. Qu'est-ce qu'il faudrait faire niveau poisson ? Parce tu as bien rappelé les conseils qu'il fallait au niveau de la viande, et c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement, mais on entend moins parler de la problématique des poissons, et justement, quelles seraient les recommandations de Bilong là-dessus ? Alors, la première chose, c'est comme pour les protéines animales, maîtriser sa consommation. Donc maximum 4 fois par mois, selon les recommandations de l'Office fédéral de l'environnement. Une fois par semaine du poisson, quoi. Voilà. On en retour à la doctrine catholique. Donc le vendredi, c'est le bon jour du poisson. On préfère dire 4 fois par mois parce que ça permet d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Moyen-Âge is back, c'est parti. Voilà. Allez, hop. Et quelque part, ils avaient tout compris, le Moyen-Âge, producteurs locaux, fruits de saison, le poisson, une fois le poisson par semaine, on utilise tout dans l'animal. Quelque part, niveau alimentation, le Moyen-Âge, on peut dire sur certaines autres choses, c'était peut-être pas tip-top, mais alors niveau alimentation, les mecs étaient forts. C'est vrai qu'on pourrait profiter aujourd'hui de certains conforts apportés par l'industrie alimentaire, mais on devrait éliminer toutes les dérives que ça a engendrées. Et revenir un peu en arrière, oui. Mais voilà, donc du coup, pour revenir au poisson, c'est limiter sa consommation, éviter complètement les espèces en danger. Il y a des espèces aujourd'hui qui sont extrêmement populaires, qu'on voit sur les cartes de presque tous les restaurants et qu'on verra plus dans 20 ans. Le thon. Par exemple, le thon, ou alors si on en consomme vraiment exclusivement avec un label qui garantit une pêche durable. C'est un peu la moins pire des options si on choisissait d'en consommer. Mais voilà, il faudrait éviter ce type d'espèces. À l'époque, au début des années 2010, quand j'étais aux études, je ne sais pas si tu avais aussi le chiffre, mais il me semble qu'il y avait plus de tonnes de thon rouge dans les frigos du monde entier, notamment au Japon, que dans les océans.
C'est hallucinant le chiffre, quoi. C'est-à-dire que l'espèce est tellement en danger qu'on avait plus sur les étals et dans les congélateurs que dans les océans, j'allais dire à l'air libre, mais ils sont dans l'eau, en liberté, quoi. Ouais. Et oui, et malheureusement, c'est pas la seule espèce, mais comme tout ce qui se passe sous l'eau, c'est très peu visible, encore plus quand on habite un pays continental comme la Suisse. Voilà, mais c'est une thématique qui est vraiment très importante. Voilà, le dernier élément qu'on pourrait apporter sur ces poissons, c'est essayer de privilégier des espèces qui sont du coup moins connues, puisqu'il en existe des centaines, voire des milliers qui sont comestibles, mais qu'on mange moins parce qu'on les connaît moins. Donc ça permettrait de réduire un petit peu la pression qui est déjà actuelle sur certains de ces stocks ou de ces élevages. Et puis finalement, il faudrait éviter les produits trop emballés ou suremballés, c'est de limiter le plus possible les emballages, sachant que ça n'est que la petite pointe de l'iceberg visible, mais tout ce qui est le contenu de l'emballage est beaucoup plus important que l'emballage en lui-même. Et d'ailleurs, sur l'emballage, je vous renvoie à l'épisode 2 de la chaîne où on parlait des Batoil qui justement avaient proposé une solution concernant le suremballage puisqu'elle lutte activement avec des solutions locales, durables et pratiques contre la propagation de tous ces emballages plastiques. Donc si vous avez des conseils, je vous renvoie à l'épisode 2 puisque c'est pas ce que nous allons traiter ici avec Bilang. Donc merci pour tous ces conseils. Il y avait un dernier point, c'est ça ? Le 8e, hein ? Oui, mais juste par rapport aux emballages, quelque chose que j'aimerais quand même nuancer parce que mieux vaut un petit emballage plastique qui permet de conserver un aliment plutôt que de jeter l'aliment. Oui, donc on prend les points dans l'ordre, c'est-à-dire voilà, l'emballage ça vient en 7e, mais Voilà, c'est moins important que d'avoir le gaspillage qui est en 2e. Voilà. Donc respecter la liste, la liste elle est faite aussi en fonction de la priorité dans ce qu'on met dans les aliments, quoi, dans sa consommation alimentaire. Exactement. Et puis finalement, privilégier l'eau du robinet. Oui, ça c'est la base. Voilà. En Suisse, elle est potable, allez-y, c'est tout à fait bien. Mais effectivement, éviter les... Et puis aussi, je vais rajouter là par rapport à l'eau du robinet, mais c'est pas vraiment par rapport à la durabilité, mais plus par rapport à la santé. Éviter les boissons sucrées ou les énergisantes, etc. Qu'importe que ce soit en canette ou en bouteille en plastique, c'est pas ça la question, mais voilà, privilégiez l'eau du robinet et de temps en temps, faites-vous une boisson sucrée, mais voilà, évitez de boire ça comme boisson de base parce que vraiment, pour le niveau de la santé, c'est pas génial. Mais ça fait sens aussi en termes de durabilité parce que c'est quand même des produits qui sont lourds, donc transportés, donc qui nécessitent beaucoup d'énergie pour être transportés et beaucoup d'emballage. Très sucré, le sucre c'est une consommation aussi, quoi. Pour des contenus qui sont pas nécessaires, disons qui sont plus du fun ou du luxe. Du loisir, quoi, on va dire. Exactement. Merci pour tous ces conseils. Donc voilà, on rappellera. Est-ce que la liste parce que là on a fait un peu manière, on a un peu passé du coq à l'âne, si j'ose dire, ou plutôt du pamplemousse au citron, pour nos amis véganes. Je vais me faire taper dessus pour cette phrase. Est-ce qu'il y a une liste résumée qui est trouvable sur le net quelque part pour que les gens puissent soit l'afficher, soit la voir en disant il faut que je réfléchisse à quoi, ouais, alors tac, ouais, j'ai mes points, c'est bon. Alors non, c'est quelque chose que j'aborde souvent dans le cadre de différentes conférences ou cours, mais je publierai volontiers prochainement, ou podcast, mais je publierai prochainement sur notre blog. D'accord. Et puis on pourra d'ailleurs relier ce podcast quand il sera diffusé à ce blog, comme ça il y aura un lien entre l'audio et l'écrit. Donc vous aurez non seulement le rappel écrit, mais vous aurez l'explication de Charlotte en direct. Donc ça c'est toujours agréable. On va revenir, on a déjà bien avancé dans cet épisode. J'aimerais juste revenir sur les autres services, puisqu'on a parlé beaucoup de l'éco-score et de ce qu'il y a dedans et de comment est-ce qu'on améliore sa consommation, quelle marge de manœuvre on a. Quels sont les autres services que propose Bilang ? Parce qu'il n'y a pas que l'éco-score. Oui, alors l'éco-score, c'est quelque chose qu'on fait pour renseigner sur les produits, puis surtout pour pouvoir comparer des produits qui sont similaires. Après, il y a tout le conseil derrière. Exactement. Donc, un de nos principaux pôles d'activité, c'est le conseil qu'on propose notamment pour la restauration collective. Donc là, en fait, on va proposer aux restaurants de collectivité d'évaluer l'ensemble de leurs achats alimentaires, donc des milliers de références, avec cet éco-score. Donc on va chercher pour eux les informations sur les produits auprès des distributeurs, des marques, des producteurs, et puis leur proposer des résultats qui sont synthétisés sur la durabilité de leur politique d'achat alimentaire. Vous facilitez la vie des restaurateurs. Voilà, alors le but, c'est vraiment de faire une sorte de diagnostic environnemental de leurs achats alimentaires. Ces résultats-là, on leur propose de les mettre en parallèle de la moyenne qu'on observe sur le marché, mais aussi en parallèle des objectifs de durabilité qui ont été publiés l'année dernière par l'Office fédéral de l'environnement. Cet état des lieux, ça leur permet du coup de se situer, mais surtout de se fixer des objectifs d'amélioration pour le futur. Et puis c'est là qu'on vient leur proposer aussi des outils pour les aider à atteindre ces objectifs-là. Donc ça vient avec des différents types de recommandations, des alternatives produits concrètes, et puis différents guides ou conseils pratiques. Donc voilà un peu pour les activités que vous proposez avec Bilang. Maintenant j'aurais une question et qui est plus par rapport aux enjeux locaux. Donc tu avais dit que le critère de production locale au niveau de l'aire de production, ça arrivait en 3.
Je donne ce chiffre, la Suisse produit à peu près 50% des calories qu'elle consomme. Donc ce qui veut dire que 50%, on les trouve à l'étranger. Alors soit à l'étranger, on va dire proche, c'est-à-dire France, Italie, Allemagne, voilà les pays autour, soit à l'étranger beaucoup plus loin, là, tout autour de la planète, puisqu'on a une consommation qui est mondialisée. On a parlé des conseils aux consommateurs, aux transformateurs, donc les restaurateurs, voilà, les gens qui proposent des services par rapport à l'alimentation. Mais est-ce qu'il n'est pas aussi important de s'occuper de la question de la production? Parce que, par exemple, on l'a vu il y a quelques mois avec les fermetures au niveau du Covid, la Suisse est ultra dépendante de ses importations, notamment en matière alimentaire. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une question non seulement de volume, mais également, comme on a des normes de volume et de qualité au niveau de l'alimentation à faire monter en Suisse? Parce que voilà, si tout d'un coup on va faire un sacré régime, si on doit se mettre tous à consommer la moitié moins, du coup, puisqu'on produit la moitié moins de ce qu'on consomme, tout en sachant que il n'y aura pas non plus tous les produits, on ne produit pas tous les produits en Suisse. Donc c'est un peu la question. Genre, comment est-ce qu'on fait au niveau du local? Parce que d'un côté, produire de l'alimentation, oui, c'est un coût environnemental. Et donc, quelque part, plus de 50% de notre empreinte environnementale liée à l'alimentation, elle est à l'extérieur. Mais en même temps, où est-ce que tu te situes par rapport à ça et qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la production, quoi? Alors, de toute façon, c'est vrai que consommer 100% de production locale, c'est une utopie pour la Suisse par rapport à la taille de notre pays et le nombre d'habitants. Est-ce qu'on produit? Parce qu'on ne produit pas tout. Exactement. Mais alors, je pense que la première question en amont, c'est qu'est-ce qu'on souhaite consommer? Parce qu'aujourd'hui, on importe et on produit selon ce qu'on souhaite consommer. Mais ça, aujourd'hui, ce n'est pas entièrement en ligne avec des principes de durabilité. Donc, si on consommait déjà un petit peu différemment, donc davantage des choses qu'on produit ici, par exemple, on parlait tout à l'heure pour la viande de tous les bas morceaux qu'on ne consomme pas. Donc la viande, du fromage, du lait, allez-y à fond les gars. Ouais, c'est pas n'importe quelle viande, justement. Les morceaux qu'on ne veut pas consommer aujourd'hui et qui partent en alimentation animale ou qu'on exporte. Donc, par exemple, ça pourrait... Qui finissent transformés en gaz naturel, par exemple. Par exemple. C'est un peu dommage. Une meilleure valorisation de ce qu'on a déjà, mais qu'on ne veut pas consommer ou qu'on jette, par exemple. Donc aussi une meilleure optimisation de ce gaspillage alimentaire dont on parlait. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au niveau de la production, réconcilier le territoire et justement les modes de production en disant on a fait beaucoup de monocultures qui sont donc un problème pour la biodiversité? C'est quelque chose qu'on a assez peu évoqué bizarrement dans cet épisode pour l'instant, cette question de biodiversité, en disant est-ce que ce serait pas intéressant pour la Suisse justement qui a un petit territoire arable, est-ce que ce serait pas intéressant d'avoir un énorme programme de petites productions mais qui font de tout quelque part? Non seulement des produits animaux, mais évidemment beaucoup de produits végétaux, et pas d'avoir des espèces d'énormes monocultures où on fait soit des céréales, soit du fourrage pour le bétail, et puis quelque part, tous les autres fruits et légumes, machin, c'est bien intéressant, mais en fait, il y a l'Italie et la France à côté, donc, ou l'Espagne, et puis let's go. Je suis pas tellement pour ramener la faute, si on veut, à la production, parce qu'au final, la production agricole aujourd'hui produit ce que les consommateurs veulent bien acheter, et au prix et aux conditions que les consommateurs veulent bien acheter. Donc la production agricole en Suisse, elle peut bien sûr s'améliorer, et j'espère qu'elle s'améliorera, mais ça ne peut passer que par un changement des habitudes de consommation et par aussi un changement de perspective par rapport au prix auquel on achète les denrées alimentaires. Et est-ce qu'il n'y aurait pas une des mesures politiques à faire ça justement, non seulement parce qu'on a parlé beaucoup de ce que les consommateurs peuvent faire, mais est-ce qu'il n'y aurait pas des mesures politiques pour favoriser justement la production de qualité en Suisse? Bien sûr. Le système politique a un rôle essentiel à jouer en Suisse. Maintenant, la beauté de notre pays, c'est qu'on évolue dans une démocratie semi-directe qui a énormément d'avantages. On voit que c'est des questions qui sont bien qu'elles soient populaires. Dans les récentes votations encore de cette année, c'est des thèmes qui ne passent pas. Donc aujourd'hui, la majorité de la population suisse ne soutient pas politiquement un changement de la politique agricole. Parce qu'on a parlé de l'impact des consommateurs, mais il faut aussi dire que cette alimentation, on va dire, de qualité et avec des labels et tout ça, elle a un prix aussi en Suisse et elle est en partie subventionnée, mais pas que. Et il y a toute cette pression justement du marché, et comme on est dans un marché globalisé, sur l'alimentation, ce qui est un peu un comble, d'avoir une pression qui est à la baisse alors qu'on essaie de faire des produits justement de meilleure qualité et de soutenir les producteurs. C'est un peu antinomique en disant vous êtes en compétition avec des produits avec des normes environnementales et sociales beaucoup plus faibles, même à l'intérieur du continent européen, même si on dit moi je consomme que ce qu'il y a en Europe. Oui, mais ça va pas être les mêmes coûts de production dans une ferme en Espagne qu'une ferme bio en Suisse, quoi. Les coûts de production vont être multipliés par 4 ou 5. Et donc quelque part c'est difficile de leur dire il y a le côté porte-monnaie
et il y a le côté genre éthique. Il y a un effort de la part des consommateurs à faire, on l'a déjà parlé. Il y a aussi une protection et une incitation qui doit être amenée de la part du pouvoir politique. Non, mais bien sûr, c'est essentiel. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des consommateurs. Après, je me fais pas non plus d'illusions. Ils peuvent pas tout faire. Si les consommateurs pouvaient tout faire, ils peuvent faire une partie. Ils veulent pas tout faire non plus. Oui, ils veulent pas tout faire et ils peuvent pas tout faire non plus. Mais in fine, ça reste quand même le peuple qui vote toujours, la plupart du temps, sur ce type d'initiative. Donc ça revient un petit peu au même que le choix des consommateurs. Mais oui, le rôle des politiques est primordial. Petite incise, pourquoi est-ce qu'à ton avis, ce type d'objet, quand il passe en votation populaire, donc régulièrement il y a 1-2 objets par an voilà, sur ces questions-là, à ton avis, pourquoi est-ce que ça passe pas? Il y a beaucoup de raisons, je ne veux pas revenir sur un objet en particulier, mais globalement, il y a 2 éléments qui animent ces votes. C'est 1, la peur du changement, et puis 2, la peur qu'on touche au porte-monnaie. C'est principalement ça. Après, cette dimension des coûts, on l'a assez peu évoquée encore aujourd'hui. Nous, on en parle régulièrement avec les professionnels, avec les consommateurs aussi. C'est est-ce qu'on peut consommer durable et puis suivre les différents principes qu'on a évoqués en maîtrisant son budget. C'est une excellente question. Charlotte Delabaume, est-ce qu'on peut améliorer sa consommation et être plus durable tout en limitant ses coûts? Mais la réponse, elle est oui, bien sûr. Alors comment? En fait, la question, c'est pas si on peut, c'est comment le faire. Oui, tout à fait. En fait, il faut appréhender cette question-là de manière holistique et pas simplement se dire, voilà, alors maintenant, je mange ça et je vais tout remplacer par du local et du bio. Ah bah oui, forcément que ça coûte plus cher. En fait, il faut revoir son alimentation de manière plus globale. Qu'est-ce qu'on mange et comment on le fait, voilà. Exactement, pour pouvoir maîtriser ses coûts. Mais par exemple, c'est vrai que si au lieu de manger 9 fois de la viande par semaine, on n'en mange que 2 fois, c'est vrai que les produits carnés, c'est ceux qui coûtent souvent le plus cher. Donc c'est aussi tout ça qu'on économise d'argent, qu'on peut réinjecter ensuite sur des produits de meilleure qualité, donc soit des viandes de meilleure qualité, mais des produits peut-être plus biologiques, plus issus du commerce équitable par exemple. Les produits de saison aussi, souvent coûtent moins cher que les produits qui sont importés ou cultivés sous serre chauffée hors saison. Réduire le gaspillage alimentaire permet aussi de limiter ses coûts. C'est ce que j'allais dire. Le gaspillage, c'est quelque chose où c'est vraiment de l'argent, entre guillemets, gratuit à économiser. Parce que si on passe de la moyenne suisse, donc de 30% de gaspillage à 5% de gaspillage, ben c'est 25% de gaspillage en guillemets en moins. Au-delà de la question de qu'est-ce qu'on achète, c'est sur ce qu'on achète déjà. S'il y a 25% de gaspillage en moins, ben c'est 25% de budget alimentation économisé. Exactement. Et puis alors dire que ça ne coûte pas forcément plus cher de consommer plus durable, c'est quelque chose qu'on a observé à maintes reprises, à la fois avec les professionnels en restauration collective. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est là où il y a des budgets qui sont les plus serrés, avec peut-être une dizaine de francs par jour par repas. Et pourtant, on arrive à faire des choses de manière beaucoup plus durable en respectant ces contraintes budgétaires. On a vu récemment un exemple avec un restaurateur qui fournit les repas pour toutes les écoles de la ville de Bâle, par exemple, qui arrive à atteindre 68% de produits biologiques, par exemple, en proposant moins d'1 fois par semaine de la viande. Ça, c'est juste un exemple, mais c'est possible. Et puis pour les consommateurs, moi je l'ai expérimenté aussi il y a quelques années, au moment notamment de me lancer avec Bilong, où j'avais un pouvoir d'achat qui était extrêmement faible, et où j'arrivais très bien à avoir une alimentation qui était durable, qui était saine, pour un très petit budget mensuel. Dernière question, avant de conclure cet entretien. Quels sont les projets d'avenir de Bilong à court, moyen et éventuellement long terme? Donc, qu'est-ce que vous avez dans les cartons? On a parlé de ce que vous faisiez, de ce que vous proposez, mais qu'est-ce que vous allez proposer à l'avenir et sur quoi vous travaillez en ce moment? Oui, merci de poser la question. On a beaucoup de projets. Je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on travaille aussi depuis 3 ans maintenant avec les marques et puis les distributeurs pour les professionnels pour justement inciter les marques à afficher de leur plein gré l'éco-score sur leurs produits alimentaires, pour apporter cette information spontanément aux professionnels, mais aussi aux consommateurs, pas seulement dans le cadre des mandats que nous, on a avec ces cuisines professionnelles. Donc ça, c'est un projet qui est en train de se développer. De plus en plus de marques choisissent d'afficher l'éco-score. On va arriver dans le retail aussi bientôt, donc être plus visible pour les consommateurs privés et plus seulement auprès des distributeurs pour les professionnels. On est également en train de développer une application pour évaluer l'impact environnemental d'un plat en partenariat avec l'organisme Fourchette Verte Suisse, qui est spécialisé sur les éléments liés à la santé. Vous allez faire un partenariat avec Fourchette Verte. Oui, ça, exactement. Donc c'est à peu près quand ça va sortir, ça? Alors c'est l'outil est en cours de développement. Ce sera disponible si tout se passe bien. Début 2022. Premier trimestre 2022. Ah, c'est bien, ça, c'est une bonne information. Donc j'ai bien fait de venir aujourd'hui. Voilà.
Donc ça permettra en fait déjà d'accéder à la base de données de produits Bilong. C'est vrai qu'aujourd'hui on a évalué plus de 110 000 produits alimentaires qu'on trouve en Suisse avec l'EcoScore Bilong. D'ailleurs c'est un autre de nos projets, c'est qu'on va rendre cette base de données accessible de manière publique et gratuite aussi début 2022. Et puis développer en parallèle cette application en partenariat avec Fourchette Verte pour choisir des produits qui existent et puis évaluer tout de suite l'impact environnemental et santé de sa recette ou de son menu. D'accord, c'est des beaux projets. Sinon, à long terme, quelle vision vous avez et bien voilà, un peu, on veut dire, dans un scénario idéal, quel est ton souhait pour l'avenir à horizon, je sais pas, 2030 ou quelque chose comme ça. Voilà, si tu avais un message à lancer dans un monde idéal au niveau de Bilong, de cette thématique de l'alimentation et des activités, qu'est-ce que serait pour toi le scénario idéal? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Alors, c'est vraiment une question difficile parce que 2030, ça fera quasiment le double de mon expérience professionnelle jusqu'à maintenant. Mais c'est demain. Mais c'est demain, oui. Pour Bilong, c'est difficile à dire parce qu'on est très dépendant de la prise de conscience globale. Alors, pas des consommateurs cette fois, mais des acteurs professionnels avec lesquels on travaille. On travaille de plus en plus avec justement l'industrie et la distribution, mais qui a un petit peu de la peine à avoir le courage, disons, d'afficher des scores qui ne sont pas forcément toujours verts sur leurs produits. Donc on aimerait arriver à convaincre un maximum d'acteurs, mais de gros acteurs suisses dans le futur, à afficher ces scores indépendamment du résultat sur les packaging. Aujourd'hui, c'est plutôt visible en ligne et assez peu sur les packaging. Donc ça, je pense que c'est la vision de long terme pour ce secteur-là. Et puis maintenant, je pense que ce serait d'approfondir le travail qu'on fait déjà avec les pouvoirs publics. On travaille beaucoup avec les communes, les cantons, la confédération. Aujourd'hui, c'est souvent du conseil, disons, où on propose des objectifs et des directives en matière de durabilité, mais là aussi, j'espère que dans le futur, il y aura un petit peu plus de courage politique, si j'ai envie de dire, mais pour imposer davantage ces objectifs-là aux entreprises de restauration. Imposer de la transparence dans les informations, quoi. Alors la transparence au niveau des collectivités, on en a déjà pas mal. Au niveau tu parlais de toute l'industrie de l'alimentation, d'imposer de la transparence au niveau de tout ce qui est des scores et des informations, qu'elles soient trouvables pour le consommateur. Ce qui a tendance à régresser en Occident, ces informations ont tendance à être de plus en plus difficiles à trouver. Oui, alors surtout en Suisse, ce qui est difficile, c'est que on a une économie qui est extrêmement libérale. Donc un éco-score comme celui de Bilong est peu soutenu, ou pas soutenu par les pouvoirs publics, contrairement à la France où il va y avoir une intervention de l'État qui est beaucoup plus présente. Ici, on dépend vraiment des acteurs économiques pour aller vers cette transparence. Charlotte Delabaume, merci beaucoup pour cet entretien. Je rappelle que vous pouvez trouver le lien pour accéder au site Bilong et avoir toutes les informations dont on a parlé aujourd'hui en description de ce podcast. Si vous avez des questions sur ces thématiques d'alimentation, n'hésitez pas soit à contacter les différents acteurs qui vont faire partie de toute cette série de podcasts d'alimentation. Donc aujourd'hui c'était l'entreprise Bilong avec sa cofondatrice Charlotte Delabaume. Et au prochain épisode, nous allons normalement recevoir le fondateur de la marque de bière Dr Gaps, ce sera Reto Engler et on se réjouit de la voir pour continuer cette thématique puisqu'on a commencé à l'évoquer aujourd'hui avec Charlotte et on va s'intéresser plus précisément aux enjeux et aux problématiques de la production. Donc merci beaucoup. Merci. Et au prochain podcast. Ciao.